Bonjour à tous, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Gabon Eco. Dans l'économie mondiale et dans les relations internationales, la crise du Covid-19 aurait fait advenir un autre monde. Pour les uns, la pandémie et la récession auraient déclenché une prise de conscience en faveur de la décroissance, de la protection de l'environnement et des souverainetés nationales. Pour d'autres, la crise constituerait l'acte de décès de la mondialisation et du multilatéralisme. Elle marquerait même le début d'un chaos général dominé par la Chine. En politique comme en économie, les crises majeures ont généralement trois effets. Elles révèlent des phénomènes passés inaperçus, elles accélèrent la transformation des rapports de force et parfois même elles détruisent l'ordre ancien. Toutefois, la crise actuelle bouleverse-t-elle réellement les rapports de force antérieurs sur le plan géopolitique et géoéconomique? N'exacerbe-t-elle pas plutôt des tensions préexistantes et ne révèle-t-elle pas des rapports de force latents? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette émission qui a pour invité Jaurès Edunong, spécialisé en relations internationales. Bonjour Jaurès et soyez la bienvenue à l'émission Gabon Eco. Bonjour à vous, bonjour à tous nos auditeurs qui sont câblés sur Radio Gabon. Encore merci une fois de plus de m'avoir invité à débattre sur le sujet au menu. Voilà. Et pour conduire les débats, Gérard Malekou. Bonjour Gérard. Bonjour Fabien, bonjour à mes auditeurs. Et moi, Fabien Ndio Kembele. Bienvenue à tous. Gabon Eco, désormais sur Radio Gabon la référence. Gabon Eco, votre espace de décryptage des activités économiques par des experts. Gabon Eco, votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon la référence. Les crises actuelles sont à la fois sanitaires, économiques, budgétaires et politiques. Elles ont déjà produit ces effets, mais elles ont des conséquences bien différentes des crises du XXe siècle, comme les deux guerres mondiales, la Grande Dépression ou encore la vague de décolonisation. Toutes ces évolutions historiques avaient transfiguré des relations internationales. Elles avaient transféré l'hégémonie politico-économique de certains États installés à d'autres États en essor. Des métamorphoses géopolitiques avaient également fait apparaître de nouvelles puissances. La série de crises en cours déclenche des bouleversements. Bien entendu, tous les États sont frappés à des degrés divers par la pandémie, qu'ils soient développés, émergents ou en développement. Tous pâtissent d'une récession générale estimée par le Fonds monétaire international à environ 3% du PIB mondial. Mais tous n'ont pas les mêmes capacités de rebond, de résilience ou de reprise. Autrement dit, pour paraphraser les animaux malades de la peste, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Alors, Jaurès Edunong, la question centrale est: la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus ne dévoile-t-elle pas un rapport de force mondiale? Une première réaction par rapport au bouleversement causé par les crises. Bien, il faut rappeler que le monde est actuellement en ébullition parce que nous sommes dans un village planétaire à la mondialisation, bien qu'il y a certains qui n'avaient plus une véritable vision de la mondialisation dans la mesure où nombreux sont des États qui avaient pris un certain nombre de dispositions de fermer les frontières. Du moment où, à la fermeture des frontières, il n'y a plus la circulation des biens et des personnes. Mais pour répondre à votre première question, s'agissant de savoir si la crise Covid-19 actuelle ne dévoile-t-elle pas des rapports de force, je dirais bien évidemment oui, ça dévoile véritablement des rapports de force, mais c'est important de définir ce que c'est que des rapports de force. Il faut souligner à nos auditeurs que le rapport de force peut être défini comme une relation de conflit entre plusieurs parties qui opposent leur pouvoir. Parce que le pouvoir, comme le disait un politiste, c'est l'État qui a ce qu'on appelle la légitimité de la force, de la violence. Donc le rapport de force peut être physique, psychique, économique, politique, religieuse,
militaire, je parlerai même également de culture, vu qu'il y a le phénomène de la spoliation des cultures qui sont dominées, qui fait également partie des éléments ou encore des phénomènes qui font véritablement ravage sur la scène internationale. Donc on ne peut pas parler des questions de rapports de force sans pourtant mettre un accent particulier sur les fondamentaux, je veux dire des principes fondamentaux des relations internationales qui se reposent essentiellement sur la souveraineté, l'égalité, l'équilibre entre puissances et ses intérêts politiques et économiques. Tout ce qui domine le monde aujourd'hui, c'est l'économie. C'est l'économie qui est au centre de tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus de cette crise sanitaire parce qu'à la base, c'est une crise sanitaire qui s'est transformée en crise économique. Et on remarque véritablement lorsqu'on essaie de porter un regard antérieur sur l'évolution des relations internationales, on parle de 45 où c'était un monde bipolaire. Bien après sûr. 45, on est dans un monde unipolaire. Ensuite, après le monde unipolaire où les États-Unis étaient la superpuissance mondiale. Et là, nous sommes dans un monde multipolaire où il y a d'autres puissances qui ont véritablement émergé, en l'occurrence la Chine qui est, tout à fait, les pays du BRIC, donc le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qui sont les pays émergents qui montent véritablement en puissance. Ça signifie qu'il y a d'autres acteurs, il y a d'autres pays, il y a d'autres puissances qui viennent véritablement bouleverser l'ordre mondial. Donc, pour rapidement chuter sur votre première question, c'est bien évidemment explicite que l'ordre mondial, le rapport de force, c'est un fait qui est véritablement d'actualité par rapport à la situation dans laquelle traverse le monde actuel. Donc c'est une notion qui est multidimensionnelle et multisectorielle. Ça touche pas seulement que le côté, on va dire, militaire, parce que lorsqu'on parle de la force, c'est plutôt l'expression de la répression militaire qui vient systématiquement à l'esprit de tout un chacun. Non, ça touche pas seulement le côté militaire, ça touche un certain nombre de secteurs. Je parlais tout à l'heure du psychique, l'économique, le politique, le religieux, le secteur religieux, et même encore, comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a l'aspect également culturel, parce que la culture est multidimensionnelle et multisectorielle. Du moment où déjà les grandes puissances imposent leurs grosses industries culturelles qui ont de l'influence sur les cultures, on va dire, dites minoritaires, cela impacte véritablement la notion de la diversité culturelle qui fait partie bien évidemment des conventions qui ont été ratifiées sur la scène internationale, notamment la convention de 2005 sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles. Donc aujourd'hui, en principe, on ne doit plus parler de l'exception culturelle, mais plutôt de la diversité culturelle. Donc le rapport de force, c'est un fait réel et factuel. Ça veut tout simplement dire que la crise sanitaire due au coronavirus vient seulement mettre à nu les conflits qui existaient déjà. Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui les conflits économiques existants entre les États-Unis, l'Union européenne et la Chine qui monte en puissance, on voit aujourd'hui que le coronavirus vient tout simplement mettre à nu ces conflits. Bien évidemment, la Covid-19 vient tout simplement mettre en exergue les rivalités politiques qui existent entre les différentes alliances politiques. Il faut rappeler que l'Europe a dominé le monde près de 5 siècles, c'est-à-dire qu'ils étaient au centre même des instances de prise de décision. Mais on observe aujourd'hui qu'il y a, comme je le mentionnais tout à l'heure, d'autres puissances qui viennent véritablement bouleverser l'ordre mondial, en l'occurrence la Chine, qui est la deuxième puissance économique et la deuxième puissance mondiale. On est plutôt dans le scénario de cet ouvrage que j'aime bien de Thucydide, qui est un historien grec qui a publié un ouvrage sur la guerre des Péloponnèse entre Sparte et Athènes. Donc le premier qui ne voulait pas que le deuxième soit le premier, ainsi de suite. Donc c'était ce petit jeu qui se jouait durant cette période de la Grèce antique. On est dans le même scénario lorsqu'on essaie de se contextualiser, être dans l'actualité du moment entre la Chine et les États-Unis, parce qu'il faut rappeler que Trump a plutôt une politique de la désertion sur la scène internationale. La preuve en est que les États-Unis se sont retirés de la COP 21, l'engagement pris par Barack Obama en 2015 en France pour véritablement être au cœur même de la lutte efficacement contre le réchauffement climatique. Trump arrivé au pouvoir est complètement en déphasage avec les décisions prises par son prédécesseur. Vous voyez, donc ça biaise véritablement les engagements pris par les pays, on va
va dire, qui sont au cœur même de la création de l'Organisation des Nations Unies, parce que le multilatéralisme n'est pas un choix, c'est une exigence. Aujourd'hui, la crise Covid-19 nous a démontré que seul, on n'a pas la possibilité de pouvoir résoudre tous les problèmes. Et pour continuer dans mon argumentaire, en répondant à votre question, l'autre élément, c'est la sortie de l'accord sur le nucléaire iranien par les Américains, la sortie toujours par le régime politique de Donald Trump, de l'UNESCO, de l'OMS, et peut-être encore, il sortira d'autres conventions signées par ses prédécesseurs, pas seulement Barack Obama. Donc du coup, les relations internationales des coopérations prennent véritablement une autre ampleur dans la mesure où il n'y a plus, tout est focalisé que sur deux grandes puissances. Il y a la Chine d'un côté, il y a des États-Unis d'un côté, où Donald Trump met plus un accent particulier sur une agressivité, on va dire commerciale, contrairement également à ses prédécesseurs qui voulaient atteindre un certain nombre d'objectifs en faisant recours à l'agressivité militaire. Donc lui, il est plutôt pour l'agressivité commerciale parce qu'il y a ce qu'on appelle le soft power et le hard power. Donc le hard power, c'est plutôt ce mécanisme-là d'influence, faire recours aux mesures répressives pour véritablement annihiler les velléités de son adversaire ou pour atteindre ses objectifs, les objectifs escomptés. Donc Donald Trump n'est pas pour cette approche-là, lui il est plutôt pour la répression économique au lieu de la répression militaire. Donc il y a la rivalité politique, à l'affrontement politique entre la Chine et les États-Unis vient tout simplement de se mettre en exergue durant cette période de la pandémie Covid-19 qui n'est pas du tout terminée, il faut le rappeler. Le respect des mesures barrières, c'est important parce que pour le moment, il n'y a pas un remède qui a été trouvé officiellement, je parle bien officiellement. Même si, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur l'OMS. Voilà. Aujourd'hui, nous l'avons vu, les États-Unis ont sanctionné l'OMS pour revenir sur Donald Trump pour des soi-disant manquements dans la gestion de la pandémie de Covid-19. Ce n'est pas le multilatéralisme qui en prend encore un coup. Qu'en pensez-vous? Bien évidemment, ça rejoint mon intervention tout à l'heure, la précédente question. On est dans les balbutiements du multilatéralisme. Le multilatéralisme fait partie des exigences. Ce n'est pas un choix, c'est une exigence. Parce que nous vivons dans un village planétaire. On parle de la mondialisation, l'internationalisation. Lorsqu'on parle d'internationalisation et de mondialisation, cela signifie qu'il n'est plus question de vivre dans l'autarcie, dans le narcissisme chronique et pervers. Donald Trump, à la base, n'est pas, au sens stricto sensu du terme, un acteur politique. C'est un businessman. C'est un businessman. C'est quelqu'un qui a hérité l'héritage, je vais dire, de son grand-père, ensuite son père, et lui, il est arrivé pour apporter un souffle au nouveau et surtout apporter un peu plus de dynamisme. Donc, à la base, ce n'est pas un homme politique. Donc, parfois, c'est sorti un peu folklorique. Németon, ne pas en tant qu'avant-gardiste, c'est quelqu'un qui a un regard vraiment très figé sur l'histoire politique des États-Unis. Mais tout compte fait, ce que nous pouvons retenir, grosso modo, c'est qu'il y a quelques mois de cela, nombreux sont les pays occidentaux qui pointaient du doigt à la Chine en disant mais pourquoi on parle de confinement? La Chine c'est un pays dictatorial, c'est un pays à le manque de respect des droits humains. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disaient sur la place publique sans pourtant savoir 2, 3, 4 mois après, ces pays devaient être confrontés à la même situation. Regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Il y a des soulèvements, il y a des balbutiements sur le plan social, économique et politique, et tout récemment le président américain a changé son directeur de cabinet. Vous voyez, donc ça démontre véritablement qu'il y a une crise profonde qui se met en exergue sur la scène internationale. Donc le multilatéralisme est en balbutiement, mais non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut véritablement apporter des réajustements et à être en harmonie avec les engagements pris. Je dis régulièrement que seul on va vite, ensemble on va plus loin. La pandémie Covid-19 a démontré aux grandes puissances, au-delà des infrastructures, que ça soit sanitaire, que ça soit militaire, que ça soit politique, que ça soit grande puissance, je veux dire, les mécanismes qu'on regorge sur ces différentes puissances-là a démontré qu'en fait, il y a des manquements au sein de leurs différents États. Ça se voit actuellement avec l'Europe, actuellement qui n'arrive pas à trouver des résolutions. Ils ont du mal aujourd'hui à l'élaboration d'un plan d'ajustement, je veux dire, économique. Parce que au début, c'était chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais ils se sont rendus compte qu'en fait, en voulant prêcher la chapelle pour soi, c'est-à-dire chacun de son côté,
ils auront du mal véritablement à mettre hors d'état de nuire cet ennemi invisible. Donc le multilatéralisme est en balbutiement, mais non, je pense que chaque État devrait prendre ses responsabilités pour comprendre qu'au-delà de nos divergences d'approche, que ça soit sur le plan politique, que ça soit sur le plan économique, il y a quelque chose en commun qui nous réunit, c'est le développement du monde de manière générale et nos différents pays en particulier. Parce que si chacun cherche de mettre en exergue des mécanismes non conventionnels pour intoxiquer d'autres pays, je pense que cela va conduire véritablement nos États en dérive, et surtout la situation actuelle entre les États-Unis et la Chine, c'est vraiment très 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 balbutiant. Bonne nouvelle, hein, monsieur Jaurès. Justement, lundi dernier, l'Union européenne, les pays de l'Union européenne se sont finalement mis d'accord sur un plan de relance économique. Votre commentaire là-dessus? L'élaboration du plan de sauvetage économique de la Commission de l'Union européenne, ça a mis du temps, parce qu'il a fallu que le couple français-allemand puisse s'accorder, parce qu'actuellement c'est Angela Merkel qui a la présidence, on va dire, de l'Union européenne, vu que c'est parce que les pays comme les Pays-Bas ne voulaient pas. Oui, il y a nombreux sont des pays qui ne voulaient pas, pour des raisons, parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser. Tous les pays, parce qu'il y a l'espace Schengen qui est là, qui est un espace qui permet aux États membres de cette organisation de circuler librement. Il y a l'Union européenne qui existe. Donc tous les pays de l'Union européenne ne font pas partie de l'espace Schengen. Donc il faut véritablement s'accorder sur un certain nombre de points pour qu'aucun de ces pays-là ne soit lésé, ne se retrouve pas dans les décisions qui seront prises. Parce que jusqu'à maintenant, tout n'est pas encore finalisé. Ils sont toujours en discussion pour avoir un format bien défini. Pas plus tard que hier, j'ai suivi sur une chaîne de la place où le président Emmanuel Macron incitait véritablement à d'autres pays, parce qu'il faut dire que le poumon, je ne veux pas dire économique, l'un des pays phares de l'Union européenne, c'était la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union européenne. Ce pays déversait une grosse cagnotte, on dirait, en termes de contribution, déversait, cotisait beaucoup plus qu'un certain nombre de pays. Donc, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils ont du mal à apporter des réajustements pour que cette organisation régionale soit véritablement un peu plus stable, que ça soit sur le plan économique, politique et social. Parce qu'il y a des régions actuellement en Europe où on a décelé un peu des manquements en termes de dépistage des personnes atteintes de la Covid-19. Juste rappeler à nos auditeurs que lorsque M. Jaurès et Dundran parle d'hier, il parle de lundi dernier, parce que l'émission a été enregistrée mardi. C'est juste une précision à donner à nos auditeurs. Oui, Fabien. Revenons un peu sur l'OMS, qui concerne bien évidemment le monde entier. Aujourd'hui, le pire pour les États-Unis, c'est de couper les crédits de l'OMS en pleine pandémie mondiale. C'est comme si on coupait les moyens des pompiers en plein incendie, juste parce qu'on n'est pas content de la gestion de leur caserne. Par exemple, Bill Gates, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un crypto-communiste, ou un partisan effréné du régime chinois, a contredit Donald Trump en disant que l'Organisation mondiale de la santé avait bien rempli son rôle. Et il a d'ailleurs mis une partie de sa fortune personnelle au service de l'organisation pour compenser un peu les crédits coupés par les États-Unis. Mais avec l'absence aussi de l'Europe sur ce point-là, est-ce que la surprise n'est pas venue de la Chine, puisque les États-Unis jettent l'anathème sur la Chine et que l'OMS a accompagné la Chine dans sa manière de faire? On dit souvent distinguer peut unir, il vaut mieux savoir ce dont on parle. Il faut analyser cette question avec beaucoup de pincettes, dans la mesure où l'Organisation mondiale de la santé, à un moment donné, je ne vais pas dire balbutier, avait du mal à dévoiler au grand public la venue, je vais dire, les manifestations de cette pandémie en Chine. Il faut rappeler que l'actuel directeur de l'OMS, c'est un Africain, c'est un Éthiopien. Bien sûr. Et l'Éthiopie fait partie des pays qui ont une très bonne relation avec la Chine. Il y a Jack Ma, qui est un multimilliardaire chinois, qui avait apporté son soutien à 54 États africains. Ça avait été coordonné par qui? Par l'Éthiopie. Donc c'est tout cela en fait qui crée forme d'idée un peu bon, il se pose un certain nombre de questions. Est-ce que la Chine n'est pas derrière toutes ces différentes manigances là, tous ces différents stratagèmes? On a du mal véritablement à définir le jeu que joue la Chine et l'OMS, on va dire, en tête duquel le directeur de cette institution. Mais tout compte fait, personne n'est étonné du retrait des États-Unis
pas seulement de l'OMS, au sein des organisations, des agents du système des Nations Unies. Ça fait partie des engagements qu'il avait pris. Il avait pris un certain nombre d'engagements auprès de ses électeurs pour dire les États-Unis, il va falloir que nous puissions rentabiliser les fonds qui sont mis à la disposition des agences qui ne servent quasiment à rien, qui n'occupent véritablement aucune place, en fait qui ne servent à rien pour les Américains. Cet argent-là, il estimait que les États-Unis ne devaient pas être la vache laitière du monde entier. Tout à fait. Il considère que les États-Unis c'est la vache laitière du monde entier et que les États-Unis, par rapport à leur PIB par habitant, par rapport à la richesse que regorge ces pays-là, c'est inimaginable et cynique accepter que les États-Unis qui injectent énormément de moyens dans l'UNESCO, dans un certain nombre d'organisations du système des nations qui continuent à s'inscrire dans cette logique-là. Donc il ne fait que respecter les engagements qu'il avait pris auprès de ses électeurs. Mais ce que nous pouvons retenir grosso modo par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure sur cette restriction de ces engagements, on va dire cette barrière déjà des États-Unis au sein de le retrait, on va dire des États-Unis au sein de l'OMS, personnellement ne m'étonne pas du tout, c'était prévu. Maintenant nous sommes un peu étonnés, bien que dans quelques mois de cela, on va dire en novembre, l'élection présidentielle est prévue, c'est pas évident. Je vais quand même m'aventurer dans ce couloir-là que Trump puisse briguer un deuxième mandat, vu qu'actuellement aux États-Unis, il y a beaucoup de popularité a pris quand même un coup, hein. Énormément. Les événements que l'on a connus. Énormément. Gabon Echo, désormais sur Radio Gabon La Référence. Gabon Echo, votre espace de décryptage des activités économiques par des experts. Gabon Echo, votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon La Référence. Jaurès Sebou, nous avons constaté que la pandémie de Covid-19 retient désormais toute l'attention médiatique et diplomatique internationale. Mais pendant ce temps, les conflits se poursuivent un peu partout dans le monde, surtout en Libye, en Syrie, en Irak ou encore en Palestine. Cette sorte de huis clos les a-t-il impactés de quelque manière que ce soit? Sinon, dans ce sillage, comment voyez-vous l'équilibre géopolitique international à court, moyen terme, alors que de nombreux observateurs s'attendent à un tournant historique en faveur de l'Asie et singulièrement de la Chine? Bien, dans le cadre des conclusions de la stratégie de la crise Covid-19, il y a quelques éléments importants à relever. Le premier élément, c'est que il y a quelques mois de cela, quelques années de cela, personne ne pouvait imaginer qu'on devait vivre des moments pareils. Personne. Oui. Et même lorsque la crise, cette pandémie a commencé à faire des ravages en Chine, nombreux sont les pays occidentaux, africains, américains qui se disaient oui, ça ne concerne que la Chine, ça ne concernait que la Chine. Entre-temps, c'était une question où chacun devait déjà être avant-gardiste et prendre toutes les dispositions. On a vu près de 150 pays qui ont fermé leurs frontières. Bien sûr. Des pays qui ont décidé de se confiner. Et lorsqu'on parle du confinement, c'est des restrictions des libertés. Lorsqu'on parle de restrictions des libertés, bon, les restrictions de liberté tout à fait légitimes dans la mesure où on parle de la santé. Et si on parle de la santé, ça n'a pas du tout de prix. Ça n'a pas du tout de prix. Au-delà de cet aspect, la transformation de la crise économique, je veux dire, sanitaire s'est transformée en crise économique. Et si ça se transforme en crise économique, vous savez, ce qui est à l'origine de différentes crises militaires, politiques que nous observons dans le monde, il y a 3 paramètres analytiques. Premier paramètre, c'est l'économie. Parce que tout est au centre de l'économie. Si vous traitez bien l'information dans le fond, parce qu'il y a 2 gouvernements, vous avez parlé de la Libye, le gouvernement de Tripoli, qui est reconnu officiellement par la communauté internationale. Oui. Il y a le gouvernement de Benghazi qui a le soutien d'un certain nombre de pays. La Turquie, entre autres. Et ça crée une forme de bipolarité des grandes puissances qui derrière ont des intérêts économiques au détriment des populations libyennes. Donc il faut commencer déjà à analyser les faits sous cet aspect-là. L'autre élément comme cause des différentes crises qui sévissent le monde, c'est politique. Du moment où il y a des régimes politiques autocratiques, kleptocratiques,
qui en fait muselle les libertés, cela blesse également la citoyenneté, parce qu'on définit la citoyenneté comme la prérogative de chaque individu d'exercer ses droits civiques et de participer dans le processus décisionnel lié à la construction de la cité. Et chaque individu, chaque citoyen doit avoir un cadre d'expression de sa citoyenneté. J'ai un parti politique, je suis dans le monde syndical, je suis dans les ONG ou à titre bénévole, parce qu'il faut faire la différence entre le bénévolat et le volontariat. Lorsqu'on parle de la citoyenneté participative, on a besoin des bénévoles. Donner le meilleur de soi sans rien attendre en retour au nom de la postérité de la nation. Ça, ce sont des valeurs que nous devons inculquer à nos enfants pour avoir des États justes, équitables et prospères. Donc le deuxième élément, c'est politique. Pourquoi? Parce que si déjà la Constitution, qui est la loi fondamentale, n'est pas du tout respectée, certaines personnes peuvent se sentir lésées et peuvent utiliser les mécanismes non conventionnels, c'est-à-dire la violence, pour accéder au pouvoir. Parce qu'on connaît quand ça commence, on ne sait pas quand ça va terminer. L'autre élément que je vais terminer pour illustrer ou encore apporter des précisions sur les mécanismes des différentes qu'il y a dans le monde. Je dis le monde de manière générale, c'est l'ethnicisme, l'ethnisation du débat politique. Là, c'est plus récurrent en Afrique. Pourquoi? Parce que ça ne s'articule pas autour d'une idéologie. Et c'est un aîné à moi, un des mes mentors, le docteur Jean Delors Biyo, dans un de ses ouvrages où il mentionne que tout combat mené sans véritable fondement idéologique est envoué à l'échec. Donc, nombreux sont les combats que nous menons, mais qui s'articulent pas autour d'une idéologie, mais plutôt sur l'ethnicisme, l'ethnisation du débat politique. 94, au Rwanda, les Hutus et les Tutsis. Regardez ce qui se passe actuellement au Mali, où les Peuls sont poursuivis parce que quoi, il y a une groupuscule d'individus qui commettent des exactions. Donc on prend les cas de 2, 3, 4 personnes. Pour une généralité, ça crée quoi? Ça crée tout simplement de l'ethnicisme, le communautarisme. Vous voyez donc, ce communautarisme, au sens négatif du terme, ça peut créer de l'instabilité. C'est pareil en Centrafrique, on a les anti-Balaka, on a de la Séléka, les musulmans et les chrétiens qui se... Et pourtant, nous sommes un et indivisibles. Donc si nous avons la capacité à avoir ce qu'on appelle la grandeur d'esprit, mieux analyser les choses, ça nous permettrait comme ça de comprendre que les différentes crises qui existent aujourd'hui dans le monde, et surtout cette période de Covid-19 est plutôt un moment opportun pour envenimer encore plus la situation et provoquer l'instabilité d'un certain nombre de régions dans le monde en particulier et en Afrique, dans le monde de manière générale et en Afrique en particulier. Sur le plan économique, croyez-vous que les pays occidentaux, avec cette crise sanitaire qui vient révéler à nu certains manquements, les pays occidentaux pourront réellement appliquer les nouvelles politiques économiques, surtout en prônant un capitalisme dit plus humain qui passerait par des stratégies de localisation, parce que le capitalisme a tant dominé le monde. Et avec la crise sanitaire, on constate, avec la montée en puissance de la Chine, que le socialisme risque encore d'arriver. Le socialisme arrivé, vous avez parlé des pays occidentaux qui prônent le capitalisme. Oui, mais le capitalisme, c'est quoi? C'est l'intérêt. Lorsqu'on parle du capitalisme, c'est l'intérêt. Oui. J'aime bien la définition des libéraux classiques de l'État. L'État, c'est l'incarnation de la raison ou de l'intérêt général. Donc, je pense que cette définition est très claire. Oui. Chaque État cherche à défendre ses propres intérêts. Bien sûr. Au-delà du fait que ce sont des capitalistes, ils veulent répondre aux besoins auxquels sont confrontés leur population. Il y a les réalités qui sont, il y a un taux de chômage endémique, il y a des structures sanitaires à mettre en place, il y a le taux de chômage est très endémique, il y a beaucoup de maux auxquels sont confrontées les populations. Donc, la logique voudrait effectivement qu'ils mettent en place un certain nombre d'outils, un certain nombre de mécanismes pour véritablement contribuer à une récession économique modérée. Parce qu'il faut faire la différence entre la récession économique et la dépression économique. Nous sommes en période de récession économique et non la dépression économique. On entend par récession économique lorsqu'il y a le ralentissement des structures qui contribuent à la croissance économique. Qu'est-ce qui contribue à la croissance économique? Ce sont des entreprises, c'est le patronat, c'est toutes les structures
qui contribuent au fonctionnement de la vie de la cité. Lorsque ces différentes structures prennent un coup, systématiquement ça a des répercussions. Récession économique, ce n'est pas seulement les pays capitalistes, les pays occidentaux qui sont confrontés à cette réalité-là. Nombreux sont les pays africains également. La preuve en est que hier encore, j'ai suivi un élément, il y a quelques jours de cela, le porte-parole de la présidente de la République a souligné que l'une des missions premières ou prépondérantes de l'actuel gouvernement, c'est lutter efficacement, en fait, mettre en place des mécanismes pour le ralentissement de la récession économique. Donc, pour booster véritablement l'économie gabonaise. Parce que beaucoup des entreprises actuellement sont aux arrêts. Et si les entreprises sont aux arrêts, ce sont le personnel également au chômage. Et lorsqu'on parle des personnels au chômage, ça augmente véritablement, ça peut, ce sont des hypothèses, ça peut augmenter un certain nombre de maux dans la société. Donc, le capitalisme, ne soyons pas des... je vais dire des défaitistes. On s'est dit, bon, oui, les superpuissances, ils chercheront toujours à mettre en place des mécanismes pour toujours avoir une mainmise dans nos ressources premières. Voilà, nos ressources premières. Mais pour ennihiler, pour mettre fin à ce feuilleton qui date des plus belles lurettes, la question de la légitimité. La légitimité pose également un problème en Afrique. Justement, il faut faire la différence entre la, si vous me permettez, il faut faire la différence entre la légitimité et la légalité. Nombreux sont les chefs d'État qui ont la légalité, mais ils n'ont pas de légitimité. Donc, ce qui fait en sorte que si vous n'avez pas de légitimité et qu'il y a de lobbying, des personnes, je veux dire, qui interviennent dans le noir, on fait en sorte que vous accédez au pouvoir, mais vous allez forcément, je veux dire, laisser emporter par les émotions ou laisser guider par les orientations données par ces personnes qui travaillent dans l'ombre. Vous voyez? Donc il y a la problématique de la décolonisation inachevée qu'il faut véritablement résoudre pour se départir une fois pour toutes sur ce phénomène-là de l'interférence des puissances occidentales sur les pays africains. On en est arrivé, monsieur Jaurès Edoundo. Mais justement, comment se départir de ces interférences ou de cette mainmise quand on sait que le plus grand nombre des institutions africaines, que ce soit l'Union africaine, la Banque africaine de développement, la SECNA, la CEAC, la CEMAC et j'en passe, sont financés par ces occidentaux. Je suis d'avis avec vous. Ça faisait partie, on va dire, des combats que Paul Kagame, lors de son passage à la tête de l'Union européenne, c'est-à-dire met en place des mécanismes. L'Union africaine. L'Union africaine, merci. Donc l'Union africaine, Paul Kagame avait cette ambition de permettre à cette institution d'être véritablement autonome. C'est-à-dire que chaque État mette en place des outils pour l'autonomisation sur le plan financier, parce que c'est inimaginable que on dépend toujours des bailleurs de fonds. Et pourtant, nous savons que nous avons une richesse immense. Nous avons du potentiel. Nous avons des ressources. Nous avons des personnes également. Parce que la première richesse, c'est d'abord l'homme. L'homme au début et à la fin du développement. Donc, cela devrait également être, je vais dire, des sujets régulièrement discutés. Et surtout, que cela se matérialise en actes. Les actes, on a besoin plutôt des actes. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois dépendre de l'extérieur et penser qu'on sera véritablement indépendant. Et ça rejoint votre question tout à l'heure sur la problématique de la décolonisation inachevée. Elle est inachevée. Parce que si la décolonisation est inachevée, on aura du mal véritablement à pouvoir être autonome, à être libre dans nos mouvements et surtout à exprimer véritablement notre vouloir faire. On va nécessairement s'orienter vers l'extérieur. Ce n'est pas une mauvaise chose parce que eux, ce sont des pays qui sont développés. Nous avons pour ambition de devenir des pays développés. Nombreux sont ceux qui, le pays émergent, ne s'auto-proclament pas pays émergent. Pour être pays émergent, il faut reprendre un certain nombre de principes. Et l'une des caractéristiques d'un pays émergent, c'est de participer au commerce international. Il y a des agrégats qui sont bien établis. Oui, établis, on est toujours dans les papiers, on est toujours dans les conférences, on est toujours dans les séminaires, on est toujours dans les symposiums, on est toujours dans la bureaucratie. Il faudrait que nous puissions sortir de la bureaucratie et surtout à l'opérationnalisation des travaux qu'il y a régulièrement lors des différentes conférences, des rencontres à l'Union européenne. Donc je m'inscris dans la même logique que vous, qu'on ne peut pas parler de décolonisation complète si nous dépendons toujours des bailleurs de fonds. Je pense qu'il y a des dispositions, il y a des mécanismes que nous pouvons mettre en place pour que nous soyons véritablement autonomes. La structure fonctionne, fonds propres, c'est possible. Monsieur Jaurès Edoundo, alors comment expliquer justement que nos dirigeants, que les pouvoirs publics s'arc-boutent, s'entêtent à toujours vouloir s'appuyer sur ce qu'on appelait à l'époque des plans d'ajustement structurel
édictées par les institutions de Bretton Woods, sachant que cela n'a jamais fait toujours des victoires. On a des pays comme le Ghana, par exemple, qui ont réussi sans passer forcément par ces différents mécanismes dictés par les institutions de Bretton Woods. Les ajustements structurels régulièrement sont exigés, c'est une exigence, et parce que pour avoir encore des soutiens, il faut nécessairement passer par ces mécanismes-là. Mais c'est, de mon point de vue, le problème ne se trouve pas, de mon point de vue, au niveau des ajustements structurels. Mais il faut savoir faire le bon choix et au bon moment, pour qu'après qu'on revienne pas aux mêmes réalités. Parce que s'il y a les ajustements structurels qui sont faits sans pourtant tenir compte des réalités locales, sociologiques, ça biaise complètement les décisions qui seront prises. C'est Max Weber, qui est l'un des pères fondateurs de la science politique et un excellent économique, qui disait dans la théorie néo-weberienne que il faut appliquer une théorie en tenant compte des réalités sociologiques. Si on n'a pas de réajustements structurels, on peut se focaliser le secteur de la santé, parce qu'on considère que la santé, ça fait partie des besoins élémentaires, c'est primordial. On n'y a rien à dire là-dessus. Donc si les ajustements structurels sont focalisés dans la santé, sont focalisés dans la diversification de l'économie, vu que nous avons une grande partie, notamment le Gabon qui est une économie de rente, mais un accent particulier dans ce domaine-là, je pense qu'on aura du mal à long terme à être confronté aux mêmes réalités. Pourquoi? Parce que nous avons fait une projection. On dit gouverner, c'est prévoir. Donc faire des ajustements structurels, de mon point de vue, ne cause un problème. Maintenant, il faut savoir cibler des secteurs, mettre en place une planification, une programmation bien spécifique et respecter ces programmations-là. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on fasse ce qu'on appelle la satisfaction des îlots de tension. Comme il y a un mouvement, on ne cherche pas à traiter l'information dans le fond pour trouver le bon remède, la bonne solution, mais c'est tout simplement pour baisser, je veux dire, la tension, quoi, le remous qu'il y a dans la société. Donc il faut se départir un peu de ces différents mécanismes-là. C'est vrai, c'est juste pendant que l'Europe est en train de s'unir, en train d'adopter, nous l'avons dit, lundi dernier, son plan de relance économique, on a l'impression que c'est le silence total au niveau de la sous-région, même au niveau de la région. Sachant que la semaine dernière, le ministère de l'économie disait avoir bouclé son plan de relance économique. Donc, ils n'ont pas communiqué. On est un peu perdu là. Avec la loi des finances rectificative. Bien, je vais redire, je vais revenir un peu sur... N'hésitez pas. Le but de l'émission, c'est la pédagogie aussi. Mais justement, c'est la répétition, c'est la mise de la mémoire. Il faut toujours s'inspirer de ce qui s'est fait chez les autres. C'est important. Les Européens, au début, l'Union européenne, voilà, là je vais parler en tant qu'institution de personnes morales. Début a voulu fonctionner de manière solitaire, chacun de son côté, mais ils se sont rendus compte qu'en fait la situation allait de mal en pis. Ça soit en Espagne, ça soit en Italie, en France, au Portugal, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Grèce. Donc ça allait de mal en pire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, ils avaient du mal véritablement à gérer cette crise de manière harmonieuse. Mais un peu plus tard, ils ont compris que en fait, c'est tous ensemble qu'on aura l'opportunité, on aura la possibilité de relever les défis. Ce n'est pas la première crise, ce ne sera pas la dernière crise. Je parle de crise de manière générale. Il y a la crise économique, il y a la crise politique, il y a plusieurs crises auxquelles nous pourrons être confrontés. C'est maintenant à nous de prendre un certain nombre de dispositions pour ne plus être confrontés aux mêmes réalités. C'est tout récemment qu'ils se sont assis, là je parle des pays membres de l'Union européenne, à mettre en place une stratégie pour lutter efficacement contre la récession économique, mettre en place une stratégie économique commune, et que cette stratégie économique commune sera appliquée dans chaque État en tenant compte de leur réalité. Nous devons nous inspirer de ce qui s'est fait ailleurs. Pourquoi à chaque fois travailler de manière solitaire? Pourquoi à chaque fois? Mais c'est ce narcissisme-là qui est à l'origine des obstacles à la citoyenneté participative. Parce que je disais tout à l'heure que chaque citoyen est ce qu'on appelle un sujet politique. En tant que sujet politique, nous avons un rôle à jouer dans la construction de la cité. Et dans la structure sociale et politique des proto-bantous, donc avant l'arrivée des colons, avant la phase de la colonisation, on était solidaires. On regardait tous dans la même direction. C'est vrai que le mode de fonctionnement était peu hétérogène. Chacun, à son niveau, s'organisait selon ses us et coutumes, mais on respectait l'autre. On prenait quand même la peine d'avoir la vie de l'autre.
Donc je pense que nous sommes en train de nous départir un peu de la structure, ça, les proto-bantous, qui parlaient de la solidarité, qui parlaient de la cohésion, qui parlaient de l'harmonie, où chacun veut chercher à régler les problèmes de son côté. Pour une véritable lutte efficace contre la Covid-19 de manière générale, et surtout la question, nous sommes dans le cadre économique, la question économique, c'est important à chaque fois de travailler de manière harmonieuse. Maintenant, l'applicabilité, la mise en place des stratégies qu'on les adapte selon les réalités. L'Union européenne, c'est une organisation on va dire régionale accomplie. Donc maintenant, nous voulons créer une organisation régionale également de la ZEC, la zone de libre-échange continentale. Maintenant, comment arriver au niveau de l'Union européenne si nous sommes dans l'incapacité, juste sur le plan sous-régional, à regarder tous dans la même direction? Donc, c'est important de nous inspirer de ce qui se fait tout simplement ailleurs et les adapter selon nos réalités locales. Jaurès Edou, c'est l'invité de l'émission Gabon Echo de cette semaine. Alors, Jaurès, nous arrivons au terme de cette émission, mais nous n'allons pas nous séparer sans évoquer le problème du Gabon, qui est un pays rentier, vous l'avez dit, avec la chute des cours du pétrole. Quelle est la place? Un pays de rente. Un pays de rente. Quelle est la place du Gabon dans ce combat de force mondiale? Le Gabon, déjà, au sens juridique du terme, c'est un État. Donc, on fait partie du système des Nations Unies de l'ONU. Et le Gabon a également une partition à jouer. On a ce leadership-là sur le plan écologique, les 13 marques nationaux qui ont été créés. Il y a les COFAC également qui est là, le soutien de l'Union européenne. Il y a plusieurs outils qui ont été mis à la disposition pour véritablement démontrer que nous faisons partie des concerts des nations. Parce que, comme vous le savez tous, nous avons un leadership sur le plan sous-régional politique avec le défunt président Omar Bongo, et qui a véritablement joué un rôle important dans la résolution de plusieurs conflits dans le monde. Donc dire que le Gabon n'est qu'un simple spectateur, c'est faire montre de méconnaissance un peu le rôle que nous avons joué, que notre pays a joué sur la scène internationale de manière générale, et l'Afrique en particulier. Et nous, en tant qu'économie de rente, parce qu'il y a un dynamisme qui a été impulsé par le chef de l'État, c'est la diversification de l'économie. C'est une exigence. Il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui. Il y a le secteur économique, il y a le secteur agricole, il y a le secteur peut-être qui est encore un peu, on va dire, en gestation, le secteur culturel. C'est important également de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour faire de la culture un pilier de développement. La culture et des industries culturelles ont un impact sur l'économie, un impact sur le plan social. La culture et les industries culturelles ont cette capacité également de contribuer à l'augmentation du produit intérieur brut, de contribuer à la valeur ajoutée brute, de contribuer à la création d'emplois. Il faut commencer déjà à exploiter ces pistes-là. Vous avez observé durant... Nous observons toujours, vu que la crise est toujours d'actualité, nous sommes une économie de rente. Une fois il y a le pétrole qui prend un coup, systématiquement ça a des répercussions sur le plan économique. Comment sortir un peu de cette léthargie-là, de cette, je veux dire, dépendance d'économie de rente? Il faut diversifier l'économie. Et pour la diversification de l'économie, il faut la mise en place d'un certain nombre de cadres réglementaires pour que les secteurs qui seront ciblés, il y a le numérique déjà, où il y a beaucoup de jeunes, on l'observe, tout s'est fait par... C'est télétravail aujourd'hui, c'est visioconférence, c'est télétravail. Nous sommes à l'ère du 21e siècle, donc on peut rentabiliser dans ce secteur-là et créer de l'emploi. Il y a le retour à la terre, le projet Graines, je ne sais pas ce que ça devient aujourd'hui, mais c'est un projet qui est très porteur, c'est un projet qui a possibilité de pouvoir créer de l'emploi. Maintenant, comment inciter des jeunes aujourd'hui à s'orienter vers ces métiers-là? C'est possible. Il y a la communication qui est là. La communication, on va dire, sur le plan numérique aussi qui est là. Il y a la culture, comme je l'ai mentionné, il y a les industries culturelles et la culture, parce qu'il faut faire la différence. La culture est multidimensionnelle et multisectorielle. Les industries culturelles sont là pour permettre la commercialisation ou la promotion des produits culturels. La radio, c'est une industrie culturelle. La télévision est une industrie culturelle. L'audiovisuel de manière générale, ce sont des industries culturelles. Donc il faut
continuer à soutenir ces différentes industries culturelles pour que nous puissions avoir une diversification de notre économie et surtout que nous soyons plus confrontés aux mêmes réalités. Ce n'est pas la première crise, ce ne sera pas la dernière crise. Oui. Et pour conclure rapidement, si vous me permettez, la conclusion d'ordre stratégie de la crise Covid-19 de manière générale a permis aujourd'hui de comprendre que la première puissance mondiale, les États-Unis, est véritablement menacée actuellement. Parce qu'elle n'a pas été au devant de la scène en termes de résolution d'un certain nombre de conflits. Là, je parle de cette crise-là, vu que la Chine était véritablement au devant de la scène. Donc cela devrait également nous inciter, nous Africains, les chefs d'État, gouvernements, citoyens, à mettre en place un certain nombre d'outils pour être au concert des nations. C'est possible, c'est par tous et pour tous, avec tous qu'on pourra le faire. Merci à vous. C'est la fin de ce numéro de Gabon Echo qui recevait Jaurès Edundong, spécialiste des relations internationales. Il est revenu de long en large sur les conséquences du Covid-19 qui affectent les relations internationales et dévoile aujourd'hui un rapport de force mondiale. Shelly Manea est au montage et mixage. Gérard Malikou et moi, Fabien Guillaume Kenvele, vous disent merci d'avoir été des nôtres. À bientôt et respectez les mesures barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.